Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Magnifique. Désolé pour commencer avec 5 minutes de retard. Voilà. Donc, on arrive gentiment à la conclusion de ce cycle de conférences que j'ai eu le plaisir d'organiser avec tout le support du MEG et de Florian Morin en particulier, que je tiens à remercier ici. Je m'appelle Fabio Rossinelli, je suis historien et voilà, je travaille depuis une douzaine d'années sur des questions coloniales. Et aujourd'hui, donc, nous avons 3 intervenants, disons 2 et demi. Je vous expliquerai pourquoi dans la suite. Donc, je tiens tout d'abord, avant même de commencer l'introduction de cette dernière conférence, par vous dire que tout ce qu'on a fait dans ce salon au cours de ces jeudis des derniers 2 mois a été enregistré en vidéo et audio, en podcast donc, et vous pouvez trouver tout ce matériel sur le site web de l'exposition qui s'appelle colonialgeneva.ch ou genèvecolonial.ch en tapant la section du salon et puis il y a la section des podcasts. Donc, vous pouvez retrouver tout ça ici. Aujourd'hui, donc, on va parler, on a intitulé cette conférence « Mission médicale et aide humanitaire, une autre facette de la colonisation ». Donc, je vais lire le descriptif de cette conférence. C'est la meilleure manière pour entrer en matière. Donc, l'histoire coloniale ne se caractérise pas seulement par les conquêtes matérielles obtenues sur le plan économique, politique ou encore militaire. Elle inclut également un versant philanthropique ou affiché en tant que tel, qui est celui de l'assistance sanitaire et morale à l'égard des peuples colonisés. La colonisation entraîne par ailleurs un développement formidable de la médecine européenne, tandis que des organisations à prétention bienfaisante, comme par exemple les missions chrétiennes, voient le jour au XIXe siècle, y compris en Suisse, pour apporter santé et salut aux autochtones d'outre-mer. Le Comité international de la Croix-Rouge sera par exemple un acteur de taille en Afrique. Vous savez, cette histoire, elle est fortement ancrée à Genève. Et donc, quels sont les liens entre la cause humanitaire et la cause des dominations coloniales ou ensuite des décolonisations et des indépendances? Autre question, quels sont les enjeux passés comme présents d'une telle entreprise médicale et humanitaire? Voilà. Donc, pour aborder ça, aujourd'hui, nous avons Marie-Luce Desgrandchamps, qui est chargée d'enseignement à l'Université de Genève et chercheuse senior du Fonds national suisse de la recherche scientifique à l'Université de Fribourg. Ses recherches portent sur l'histoire de l'aide humanitaire des organisations non gouvernementales et internationales, ainsi que sur l'histoire contemporaine de l'Afrique. Elle a notamment publié l'ouvrage « L'humanitaire en guerre civile, la crise du Biafra, 1967-1970 » auprès des presses universitaires de Rennes. Nous avons aussi Guillaume Lint, qui est historienne. Il a fait son doctorat à l'Université de Paris-Est, puis il a eu des enseignements à l'Université de Strasbourg. Il a rejoint par la suite l'Université de Genève et actuellement il est à l'Université de Lausanne, notamment au Centre hospitalier et universitaire vaudois. Ses travaux portent sur l'histoire de la santé, des maladies infectieuses et de la colonisation, et il a notamment publié 2 ouvrages majeurs. Le premier s'appelle « Hygiène navale et médecine des colonies en France, 16e-18e siècle ». C'est paru à Paris chez les éditions Inde Savante. Et l'autre ouvrage, c'est un ouvrage collectif, sauf erreur, s'appelle « Maladies infectieuses sans fin, le cas de la syphilis pour penser la mobilisation, démobilisation prophylactique ». Est-ce que c'est ça? Voilà. Bien. Mais tout d'abord, j'aimerais inviter M. Éric Bournier à se présenter lui-même et surtout à nous présenter l'objet qu'on a ici devant nous, parce que c'est un objet important autour duquel nous allons ancrer la conversation, une partie de la conversation d'aujourd'hui, et voilà, qui représente également une histoire familiale. Donc, je vous laisse la parole, prenez votre temps, quelques minutes, pour vous introduire cet objet, et ensuite on enchaînera la discussion avec nos invités. Merci. Avec le micro. Pour son invitation.
le plaisir d'être ici avec vous. Alors, il faut peut-être que j'allume mon micro. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Alors, je suis Genevois et mes grands-parents, des deux côtés, paternels et maternels, étaient missionnaires en Afrique, missionnaires pour l'Église protestante. Mon grand-père maternel travaillait pour la mission romande au Mozambique et mon grand-père paternel pour la mission française ce qui est devenu la Zambie, mais à l'époque c'était la Rhodésie du Nord. Il a travaillé avec François Coillard, qui était le directeur de l'organisation des missions le long du Zambèze. Ça s'appelle la mission du Zambèze. Et lui, il a été le premier à ouvrir, comme on disait, une station missionnaire sur la rive droite du Zambèze. Il a passé 17 ans en Afrique, avec des retours de temps en temps en Suisse, en faisant tout le tour. Il y avait le train avec un canon à l'entrée et un canon à l'arrière, c'était la guerre des bourgs, jusqu'au Cap, et ensuite le bateau jusqu'à Lisbonne, et ensuite le train jusqu'à Genève. Donc des existences très intéressantes. Et mon grand-père paternel disait « Je suis sûr que mes petits-enfants pourront venir là où j'ai travaillé en moins de 2 jours. » À l'époque, c'était 3 mois de voyage. Et il a dit aussi, si je devais repartir en Afrique, je ne repartirais pas comme missionnaire, simplement pour ouvrir la Bible aux populations, mais je viendrais avec un diplôme d'architecte, de vétérinaire, de médecin. J'ai bien écouté son message, puisque j'ai fait de la médecine, et que l'essentiel de ma vie, je l'ai passé en Afrique. Mais tout ça n'est pas forcément logique, puisque j'ai un frère jumeau qui, lui, a fait la médecine, il s'est installé dans le canton de Vaud. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une loi absolue. Alors cet objet qui est là était la pharmacie portative que mon grand-père maternel, Léon Berthoud, avait avec lui au Mozambique. Les missionnaires à l'époque, durant leur formation, qui était souvent dans différentes parties de la Suisse, de la France et d'ailleurs, allaient faire un stage médical à Édimbourg. Mes 2 grands-parents ont fait ça. J'ai aucune idée de ce qu'ils y apprenaient, mais c'est évident que la médecine à l'époque, ça n'avait rien à voir à ce que nous avons maintenant. Il y avait une chose qu'ils avaient déjà, c'est la quinine, qui leur a permis de se soigner lorsqu'ils faisaient des crises de malaria. Il faut bien imaginer que le départ en mission était une chose très périlleuse, et ils devaient signer un papier comme quoi ils savaient que leur espérance de vie en Afrique était probablement de 5 ans. Alors, tout compris les enfants, les femmes, etc., que l'espérance de vie pour ceux qui partaient en mission était de 5 ans, surtout à cause de la malaria. Et mon grand-père maternel, celui qui avait cette pharmacie, est décédé à l'âge de 31 ans. Je vous en parlerai après, hein. Je vous dirai quelques mots sur sa fin de vie. Voilà, je crois que je m'arrête là, c'est une présentation. Merci, très volontiers. On pourra revenir par la suite sur ce parcours singulier. On aura également un espace de discussion avec le public à la fin du dialogue. Mais je voulais justement profiter de cette association Mission Médecine que vous venez de soulever pour poser une première question à Guillaume. Donc, la mission chrétienne, oui, en tant qu'acteur de l'évangélisation des peuples autochtones, mais aussi en tant qu'acteur d'une hygiène de vie, d'une santé améliorable. Si tu pouvais nous éclaircir un peu sur tout ça, comment ça se développe, est-ce que c'est un choix obligé ou un choix délibéré, et comment il y a une sorte de cohabitation entre ces 2 dimensions. Voilà. Oui, merci beaucoup. Alors, en fait, c'est important de resituer l'activité médicale en général au sein de la colonisation. C'est-à-dire que l'activité médicale, le soin en population était vraiment conçu dans les empires coloniaux comme une partie d'un projet global. C'est-à-dire que pour faire fructifier l'empire, notamment qui étaient des projets impériaux, politiques, mais aussi économiques, il fallait que les populations soient en bonne santé pour fournir une main-d'œuvre qui soit efficace et qui puisse mettre en valeur le territoire qui était colonisé. Ça, c'était vraiment un des enjeux qui préoccupait le plus les États coloniaux. Et on a en fait, alors après, dans
dans les discours rhétoriques un besoin de justification quand même de la colonisation qui allait dans le sens d'expliciter le fait que les Européens allaient développer les territoires qu'ils colonisaient. Ils allaient les développer économiquement, ils allaient les développer du point de vue de la santé publique, et ils allaient aussi les développer à travers ce que tu évoquais, ce qui était appelé la soi-disant mission civilisatrice, qui consistait en fait à apporter une vision occidentale du monde, des mœurs, du rapport à la religion aussi, aux autres populations, car la vision européenne était, dans la perspective raciale et raciste, qui est un des ferments de la colonisation, considérée comme supérieure aux autres peuples du monde. Et dans ce cadre-là, la mission évangélique trouvait sa place. Seulement, il y avait notamment une problématique pour les missionnaires, c'est de trouver un espace au sein duquel ils pouvaient s'insérer de manière légitime auprès des États coloniaux. Selon les États, ils étaient intéressés certes à développer le christianisme, mais ce n'était pas forcément non plus leur priorité. Ils étaient sur des priorités beaucoup plus pratiques, économiques. Et les missions ont notamment développé l'activité médicale dans les colonies pour pouvoir s'y faire une place, pour y prendre un poids stratégique qui devenait important. C'est-à-dire que ce qui caractérise notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie, la dimension médicale de la colonisation, c'est une pénurie permanente, un manque de moyens permanent et un besoin de moyens qui était réclamé à la fois aux États impériaux, mais aussi à toute bonne volonté et tout ce qu'on peut qualifier de philanthropie. Et dans ce cadre-là, en fait, les missions étaient bienvenues si elles apportaient une assistance médicale dans ces colonies. Et ça leur permettait de s'implanter. Un des exemples qui est assez connu au tout début de la mission suisse romande en Afrique du Sud et au Mozambique, c'est celui de Georges-Louis Lieng, qui arrive à la fin du XIXe siècle et qui va, en tant que médecin, créer une station, va s'y établir et va en fait développer l'activité médicale et va permettre l'arrivée d'autres missionnaires, de missionnaires qui, eux, vont plutôt faire de l'évangélisation, de l'éducation, et qui va jouer un rôle aussi politique auprès notamment des chefs locaux. Il va servir de point de repère et de personnes ressources pour la mission vis-à-vis des pouvoirs politiques portugais, qui étaient les colonisateurs du Mozambique à ce moment-là, et donc pouvoir négocier la présence évangélique dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je transite vers Marilus. En reprenant une partie des choses que tu as dit, donc ce discours sur la civilisation, la mission, donc également l'aide médicale, des facteurs de humanité, de civilisation, c'est quelque chose qui est très en vogue à l'époque pour justifier la démarche coloniale et expansionniste. Et donc voilà, dans ce spectre-là, il y a également Genève, on en a déjà parlé dans les conférences précédentes, qui joue un rôle, et je me demandais juste, notamment, on parle d'humanitarisme, de Genève, c'est la Croix-Rouge qui vient à l'esprit. Donc, dans quelle mesure cette institution a été impliquée dans le contexte colonial? Voilà, si tu pouvais revenir là-dessus, nous donner quelques exemples. Voilà. Alors, la Croix-Rouge, on le sait, hein, elle est créée en 1963 à Genève. Au départ, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, il ne s'appelle pas exactement comme ça. Il est créé sur l'impulsion évidemment de deux personnages qu'on connaît mieux, qui ont tous les deux des liens avec la colonisation. Donc, évidemment, Henri Dunant qui se rend à Solferino et qui créera ensuite un souvenir de Solferino, s'y rend pour ses intérêts en Algérie. Et puis Gustave Moynier, l'autre, celui qui va être considéré comme le bâtisseur puisqu'il est le président du CICR de 1864 quasiment jusqu'à son décès en 1910. Et bien lui, il va s'intéresser aussi en parallèle à son engagement au CICR, à la Croix-Rouge, à la question de la colonisation, puisqu'il va soutenir le projet de colonisation de l'Afrique centrale au Congo de Léopold II, du roi belge Léopold II.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour Gustave Moignet, ces deux engagements, en fait, ils sont plutôt distincts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est contacté par justement un missionnaire ou un explorateur, quelqu'un qui participe à des missions d'exploration en Afrique de l'Ouest, qui lui demande justement de l'aide en tant que président de la Croix-Rouge, et il demande qu'on leur envoie des médicaments. Et Moignet répond que en fait, la Croix-Rouge, à ce moment-là, le CICR en tout cas, ne s'intéresse pas à la question de l'exploration de l'Afrique, mais que lui, personnellement, s'y intéresse. Et ça me permet de mettre le doigt, en fait, sur la prégnance donc, de cette notion de civilisation, de progrès, de cette croyance dans ces croyances dans ces notions à ce moment-là au sein des sociétés bourgeoises européennes, qui sont en fait le point commun finalement entre le colonialisme et puis le développement de la Croix-Rouge. C'est parce qu'on est civilisé qu'on est capable de se comporter de façon correcte sur les champs de bataille, et c'est parce qu'on est civilisé justement qu'on peut aller coloniser. Mais les deux choses ne sont pas forcément pensées étroitement en lien, en tout cas au départ. Et puis deuxième chose qui est intéressante, c'est que j'ai cité Moignet et Dunant, mais en fait, quand on regarde un petit peu tous les protagonistes du CICR pendant, on va dire, les 40 premières années de l'existence de l'organisation, notamment au sein du comité, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est une quinzaine de personnes qui sont vraiment actifs au sein de ce comité. Quasiment tous en tout cas, ont des liens de près ou de loin avec évidemment les soutiens aux sociétés missionnaires. Vous avez parlé tout à l'heure de la mission des sociétés de la Société des missions de Paris et de la mission française protestante justement. Eh bien, il y en a beaucoup qui ont des liens avec ça. La femme de Gustave Moignet, par exemple, elle participe à des comités de soutien, à la réalisation de collectes, etc. Ici à Genève pour ces sociétés. Et puis on a d'autres personnages également, par exemple l'égyptologue Édouard Naville, qui va aussi rejoindre le CICR à la toute fin du XIXe siècle, qui s'intéresse aussi à la question des sociétés contre l'esclavage, justement, dans l'Afrique centrale, qui est aussi un argument, lutter contre l'esclavage, et aussi un argument, évidemment, pour justifier la colonisation de cette partie du continent. Donc on voit ces passages, en fait, entre les membres du CICR à l'époque, et puis les sociétés missionnaires, ou en tout cas les acteurs qui vont s'impliquer plus largement dans l'entreprise coloniale. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que tu as dit de cette correspondance vers Moignet, qui affirme que lui, à titre personnel, il s'intéresse à des questions exploratoires, mais non pas le CICR en tant que tel pour cette époque. Mais je me demandais juste si, au fil du temps, donc mis à part ces premières années ou décennies, mais si et comment la Croix-Rouge, à travers par exemple des comités nationaux, qui pouvaient être, j'imagine, mais j'en sais rien, des comités au sein des empires, ou bien dans le cas du Transvaal, c'était une république indépendante en Afrique du Sud, est-ce qu'il y a eu fondation, est-ce que tu aurais quelques exemples pour nous montrer voilà, comment cette présence commence à devenir plus institutionnelle et active dans le monde colonial? Merci. Merci pour ta question qui me permet de développer un peu ce que j'ai dit. Donc là, je vous ai parlé du CICR. Évidemment, on le sait bien, le mouvement de la Croix-Rouge, en fait, il regroupe le CICR et puis toutes les sociétés nationales de Croix-Rouge. Et normalement, il y a une société de Croix-Rouge par État. C'est ça la règle. Donc, pour ce qui est justement du 19e siècle, avec la colonisation du Congo et la mise en place de l'État indépendant du Congo par Léopold II, on va créer une société de Croix-Rouge au sein de cet État indépendant. Donc, elle est créée en Belgique, évidemment. Hein, ce sont les Belges qui en sont les acteurs. Et puis, cette société va développer des actions au sein du Congo belge. Enfin, ce n'est pas encore le Congo belge, c'est de l'État indépendant du Congo. Et alors les actions principales, en fait, et c'est assez intéressant, c'est que cette société, elle soutient en fait le processus colonial. Alors il est indiqué dans ses statuts qu'elle peut à la fois
qu'elle est censée justement apporter de l'aide, etc., à la fois aux Européens qui sont en train de mettre en place la colonisation, mais également aux populations congolaises et africaines. Mais dans les faits, quand on regarde ce qu'elle fait véritablement, elle a deux types d'activités. La première, c'est de financer quelques hôpitaux dispensaires, et je dis vraiment quelques parce que je crois que sur l'ensemble de sa période d'existence, donc qui va de 1888 à 1908, il y a 3 hôpitaux qui sont créés tous dans la même région. Et puis ces hôpitaux, en réalité, ils s'occupent essentiellement des colons, des colons belges et d'autres qui sont dans la région. Et puis, elle envoie également des ambulances qui accompagnent en fait les troupes qui continuent à aller coloniser à l'intérieur même du continent. Donc, il y a cette dimension-là. Donc ça, c'est une des sociétés nationales. Une société nationale. Après, on va avoir un petit peu plus tardivement, notamment pour ce qui est dans je dirais plutôt au milieu pendant la période de l'entre-deux-guerres, dans les années 20, dans les années 30, on va voir aussi d'autres sociétés, les sociétés des empires, en fait, donc des puissances impériales. Donc la Croix-Rouge française, par exemple, va pouvoir développer une branche de Croix-Rouge, une section de Croix-Rouge dans ces territoires impériaux. Et ça va être la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des activités de promotion de l'hygiène, d'aide médicale, etc. Mais au départ, c'est surtout tourné vers les colons. Et puis, progressivement, les choses se développent et on inclut également les populations, pour ce qui est de l'Afrique en tout cas, mais en Asie, c'est plus ou moins la même chose, les populations asiatiques dans ces activités-là. Mais ce sont des sociétés qui restent vraiment dans les mains des empires, en fait. Alors ça, c'est un premier versant en fait de ce que fait la Croix-Rouge. Et puis après, il y a un deuxième versant qui est vraiment, on le sait, les sociétés nationales, au départ, leur but, c'est d'accompagner les armées sur les champs de bataille pour pouvoir servir d'auxiliaire justement au service de santé des armées. Et donc ça, elles vont aussi en accompagner certaines sur les champs de bataille. On a le cas, par exemple, de la Croix-Rouge espagnole au moment de la guerre du Rif au Maroc, dans les années 20, qui justement accompagnent en fait les soldats espagnols et ils disent on en profite en même temps pour essayer de mettre en place quelques activités prophylactiques, etc. et d'hygiène, mais l'essentiel de ça, c'est d'accompagner les armées espagnoles. Pour ce qui est de la façon dont le Comité international de la Croix-Rouge à Genève voit ça, alors eux, ils encouragent évidemment, et l'idée c'est que de plus en plus de personnes bénéficient de cette aide, mais le problème c'est qu'au départ on voit quand même une très nette distinction entre ceux qui ont le droit en fait de mettre en place ce type de comité et ceux qui n'ont pas le droit. Et il y a un exemple assez frappant, à la toute fin du 19e, au moment de la tentative de colonisation de l'Éthiopie par l'Italie, l'empereur éthiopien cherche à adhérer à la Convention de Genève, justement, pour pouvoir aussi mettre en place une société de Croix-Rouge. Et Gustave Moignet lui répond que ce n'est pas possible parce que les Éthiopiens ne sont pas assez civilisés. Donc on retrouve bien cette notion de civilisation qui est extrêmement importante à ce moment-là. Et c'est quelque chose, alors dans les années 30, au moment de la deuxième invasion par l'Italie de l'Éthiopie, cette fois, c'est plus le cas, parce qu'entre-temps, évidemment, l'Éthiopie a adhéré à la Société des Nations, etc. Mais cette question de l'absence ou non, du fait que l'état de civilisation ne soit pas assez avancé, elle ressurgit, parce que finalement, on met bien en place une société de Croix-Rouge éthiopienne. Les Éthiopiens mettent en place cette société de Croix-Rouge éthiopienne, qui est d'ailleurs dirigée par un missionnaire américain. Et en fait, déjà à ce moment-là, on continue au sein du CICR à dire oui, mais est-ce que vraiment ils étaient assez civilisés pour avoir leur propre Croix-Rouge? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur en les laissant avoir leur propre Croix-Rouge à ce moment-là? Donc voilà un petit peu les choses qui se développent, on va dire, en tout cas pour ce qui est de la fin du 19e et de la période qui va à peu près jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale en termes de Croix-Rouge. Et je rajoute juste un dernier point, c'est qu'en fait les Croix-Rouges, elles s'appuient beaucoup sur les missionnaires.
je viens de le dire, c'est un missionnaire américain qui va diriger la Croix-Rouge éthiopienne. Mais par exemple, pour toutes les activités de la Croix-Rouge congolaise et africaine à la fin du 19e dans l'État indépendant du Congo, en fait, ce sont les Sœurs de la Charité belges. Et c'est la Croix-Rouge qui s'associe à cette congrégation. Et ce sont elles qui tiennent les hôpitaux, les dispensaires, etc. Donc il y a vraiment ce lien extrêmement fort, en fait. Et ça va avoir des conséquences au moment de la décolonisation. Merci beaucoup. J'aimerais alors revenir vers toi, Guillaume, et puis renverser un peu la perspective dans le sens que, on l'a bien compris, la Croix-Rouge, elle est présente dans le monde colonial, elle contribue à travers ses discours sur la civilisation à cette cause coloniale. En même temps, oui, elle fait également des hôpitaux, c'est un peu minoritaire si j'ai bien compris, mais voilà, il y a cette collaboration avec les missions. Mais non, inversement, si on renverse la médaille, est-ce que ces activités médicales ou hospitalières qui commencent à être développées, cette médecine tropicale, je ne sais pas si le terme exact il est accepté dans ce terrain historiographique particulier, est-ce que tout cela engendre des retombées en Europe sur les pratiques médicales, sur le développement de la médecine en général? Est-ce qu'il y a une connexion, un discours qu'on peut faire également à l'inverse? Voilà, je ne sais pas si la question est claire. Oui, merci, c'est une bonne question. Alors, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on parle d'empires coloniaux, on a souvent tendance à se focaliser sur les colonies et un peu à désolidariser la métropole des colonies. En fait, un empire, c'est un système complexe où tout se tient et où tout discute. Et c'est vrai que notamment, une des conséquences du développement de la médecine dans les colonies, c'est l'émergence de centres, d'instituts de médecine tropicale un petit peu partout en Europe, en particulier à Londres, à Lisbonne et à Paris. On va avoir des instituts de médecine tropicale, des instituts, par exemple à Paris, qui vont être des instituts de médecine coloniale et qui vont être chargés de former les futurs praticiens qui vont opérer dans les colonies, dont en partie des missionnaires, mais aussi tous les médecins qui vont être intégrés au service de santé classique de ces espaces coloniaux. Et par ailleurs, ça va être des lieux de structuration d'un savoir sur de nouvelles pathologies qui n'étaient pas connues jusqu'ici en Europe ou très peu. Donc il y a vraiment la structuration d'un nouveau champ. Donc en ce sens-là, on peut dire qu'il y a un développement d'une nouvelle spécialité, de nouvelles facettes de la médecine en Europe liées à cette expérience coloniale. En revanche, ce qu'il faut signaler et qui est important, c'est que la médecine dans les colonies et la médecine en Europe, ou plus précisément la médecine des Européens et la médecine des non-Européens, étaient très largement distinguées par cette médecine coloniale ou tropicale. C'est-à-dire que pour une même pathologie, on n'allait pas traiter de la même manière un patient en fonction de son origine. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur le cas de la syphilis. La syphilis, c'est une maladie qui était très répandue à la fois en Europe et dans les colonies dans la première moitié du XXe siècle. Et on avait une approche pour les populations européennes qui consistait à les traiter dans la durée afin d'éliminer entièrement le micro-organisme qui était responsable de la maladie, donc à les guérir. Pour les populations colonisées, on avait une approche qui était tout autre. L'objectif, ce n'était pas de les guérir définitivement, de supprimer l'agent infectieux qu'ils portaient, mais de pratiquer une opération thérapeutique qu'on appelait le blanchiment. C'est-à-dire qu'on donnait un traitement volontairement superficiel à ces populations qui n'avaient pas pour objectif de les guérir définitivement, mais de faire disparaître les symptômes extérieurs qui étaient les plus visibles. Voilà, la syphilis, on avait notamment des symptômes cutanés, dermatologiques, et cette manipulation-là permettait de les rendre non infectieux pendant un certain nombre de temps, pendant plusieurs mois. Et là, on retombait sur cette idée civilisatrice de dire, de toute façon, les patients coloniaux ne sont pas assez civilisés pour suivre des traitements de longue durée, donc ne peuvent pas être guéris de certaines maladies. Donc à la fois, on a des évolutions dans le savoir médical européen, mais on a aussi la structuration d'un savoir en fonction de conceptions racistes et raciales
qui se distinguent par des pratiques très différentes sur le terrain. Et le deuxième point pour répondre à cette question qui me paraît important, c'est que l'empire colonial et ce rapport de domination vis-à-vis des populations a permis aussi une certaine forme de permissivité. C'est-à-dire qu'on pouvait, par exemple, pratiquer des schémas thérapeutiques qui n'avaient pas pour objectif de guérir, ce qui, déjà pour l'époque, pour la médecine européenne, aurait dû être jugé comme immoral. D'ailleurs, une partie des médecins était tout à fait contre ces pratiques, mais majoritairement, c'était quand même appliqué sous la justification d'un manque de moyens. Mais par ailleurs, ça ouvrait un espace de permissivité pour essayer des nouveaux traitements, pour pratiquer un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui des essais cliniques sauvages. Et alors là, c'est un des exemples les plus connus qui est un petit peu en dehors du terrain colonial, mais qui en fait le recoupe complètement, c'est l'expérience de Tuskegee. C'est une expérience qui commence aux États-Unis dans les années 1930 et qui est, elle, liée aussi aux représentations raciales de l'époque. L'objectif, en fait, à cette époque, on pensait que la syphilis, puisque c'est une opération, c'est encore une expérimentation qui concerne la syphilis, on pensait que chez les populations qui n'étaient pas européennes, et en particulier afro-américaines aux États-Unis, ce n'était pas une maladie aussi grave que chez les Européens, ce qui en fait était un discours qui permettait de justifier de ne pas les traiter complètement. Et pour justifier cela, les médecins américains ont mis en place une expérience qui consistait à prendre deux groupes de populations afro-américaines, un qu'on allait traiter et un qu'on n'allait pas traiter. Et on allait voir ces syphilitiques, de quelle manière ils allaient évoluer. L'objectif, c'était de démontrer qu'en fait, chez ces populations, ce n'était pas quelque chose de très grave. Et donc, on a une expérimentation en fait, qui s'est poursuivie, il me semble, jusqu'à la fin des années 60, pendant près de 40 ans, qui a consisté à ne pas guérir des populations en raison de leur race supposée, et de ce fait à seulement, un peu pour une curiosité scientifique, on pourrait presque dire, observer comment la maladie allait évoluer chez eux. Donc, on va dire qu'il y a des évolutions du savoir médical tout au long de cette période, qui ne sont pas seulement liées à la colonisation, qui sont intriquées avec l'évolution des connaissances médicales et des pratiques médicales en général. Mais il y a aussi eu cet espace de permissivité qui s'est ouvert par la colonisation et qu'il est important de souligner. Merci beaucoup. Alors, on avance à la fois dans le temps et dans la période dont on discute. Donc, j'aimerais revenir vers toi, Marilus. On est plutôt maintenant au XXe siècle. Et alors, on a parlé pour le XIXe, le Comité international de la Croix-Rouge. C'est probablement l'emblème le plus notable de Suisse dans ce domaine. Après, on sait qu'il y a une multitude d'organisations internationales pareilles ou non qui vont émerger à un moment donné et puis qu'elles commencent à être peut-être en compétition entre elles. Je voulais donc juste avoir un aperçu de ta part pour que tu puisses recontextualiser cette question-là avec un ou deux exemples de ton choix. Et nous parler un peu du rôle de la Suisse ou de Genève qu'a joué dans l'ensemble de ces organisations internationales actives dans les colonies, mais colonies qui à un moment donné connaissent des guerres de décolonisation, d'indépendance. Ensuite, ça devient des États indépendants. Enfin, la question, elle est très large, mais je te laisse gérer et voir comment, en 5 minutes, tu peux nous apporter l'éclairage de ta science. Merci. Merci pour ta question. Alors effectivement, c'est très vaste. Alors peut-être juste en quelques mots déjà donner deux, trois repères sur un peu des moments comme ça où on a cette augmentation en fait du nombre d'organisations qui s'investissent dans l'humanitaire. Il y a évidemment un premier moment avec la Première Guerre mondiale, la création de la Société des Nations ici à Genève et d'autres organisations qui gravitent autour à ce moment-là. Et ce qu'on va voir pas mal émerger, notamment, c'est un petit peu la cause des enfants, de l'enfance, qui va devenir une cause importante au sein même du monde de l'humanitaire, avec des organisations
comme Save the Children, qui est créé en 1919, et puis son pendant international, qui est l'Union internationale de secours aux enfants, qui est créée à Genève, et puis qui va d'abord s'investir dans la problématique de l'enfance et du soin, de la protection des enfants, des droits des enfants, plutôt en Europe, et puis qui, elle aussi, va essayer de se tourner progressivement vers le monde colonial. Mais on retrouve, au début en tout cas, il y a une conférence qui est organisée à Genève dans les années 30 sur l'enfance africaine, justement, et on retrouve en fait cette même idée qu'on est en train d'humanitariser d'une certaine manière la colonisation ou le colonialisme, mais pas qu'on le remet en cause, en fait. Il n'y a pas de remise en cause du colonialisme de la part de ces organisations-là à cette période-là. Donc ça, c'est un petit peu un premier moment. Deuxième moment, évidemment, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où là, on voit beaucoup de nouvelles organisations se mettre en place. Évidemment, il y a le système des Nations Unies qui émerge à ce moment-là, toute la question des réfugiés qui posait déjà problème dans l'entre-deux-guerres, mais elle a de nouveau problématique avec la Deuxième Guerre mondiale. La question de la protection des civils, des populations civiles, justement des non-combattants. Il faut bien voir qu'au début, pour les organisations humanitaires, ce qui était, les premières, notamment la Croix-Rouge, on s'intéressait au sort des soldats blessés. Ensuite, on s'est intéressé au sort des prisonniers de guerre. Et puis là, on s'intéresse aussi au sort des civils qu'on n'a pas réussi justement à protéger pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a toute une série d'autres organisations qui se mettent en place, des ONG. On peut penser à Oxfam, qui est une organisation britannique qui veut secourir les victimes de la famine en Grèce pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'organisation CARE, qui est aussi une grande organisation humanitaire qui se met en place à ce moment-là. Et ces organisations, en fait, au départ, elles s'occupent de la reconstruction de l'Europe. Et puis, bien évidemment, on a la décolonisation qui commence. Et là, en fait, elles vont commencer à travailler, à œuvrer aussi dans le reste du monde. Et ça va nous donner lieu évidemment à une troisième vague en fait de création de ces organisations. En Suisse, on va avoir dans les années 60, en 1960, l'organisation Terre des Hommes qui s'occupe aussi de la question de l'enfance en particulier. Et puis, en France, on a des grandes organisations d'aide médicale d'urgence, notamment Médecins sans frontières en 1971. Et puis par exemple, Médecins du Monde en 1979. Donc ça, c'est toutes des organisations qui naissent un peu dans ces décennies en fait de la décolonisation et qui s'intéressent justement plus spécifiquement à ce qui se passe dans ces territoires-là à ce moment-là. Puis on aura finalement une quatrième vague, on va dire, avec la chute du mur, la fin de la guerre froide, et puis là de nouvelles organisations également qui émergent à ce moment-là dans les années 90, et puis aussi de nouvelles formes d'intervention humanitaire plus contraignantes souvent, avec un certain nombre de fiascos aussi à ce moment-là dans les années 90. Donc ça, c'est vraiment, si je résume à grands traits, les grands moments en fait de l'émergence de ces organisations. Je peux revenir peut-être après sur le moment plus précis de la décolonisation, ou je sais pas. Oui, bien sûr, mais j'aimerais quand même te demander également, est-ce que cet univers d'organisation internationale à but humanitaire qui émerge, etc., est-ce que chacune d'entre elles travaillait indépendamment des autres, ou bien il y avait des réseaux de collaboration, ou même de concurrence, il y avait quelques enjeux? Je ne sais pas si tu as envie de répondre dans 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. À toi de voir, non, tu peux prendre un peu plus de temps. Merci. Oui, merci. Tu m'avais posé cette question et j'ai oublié d'y répondre avant. Oui, alors, il y a des tentatives de collaboration. Dans l'ensemble, elles essayent de collaborer, mais évidemment, il y a d'énormes concurrences. Ce n'est pas la partie la plus glorieuse du monde de l'humanitaire, mais c'est clair qu'on voit déjà ces concurrences. Alors, au sein même du monde de la Croix-Rouge, entre le Comité international et la Ligue, ce qui est actuellement la Fédération des Croix-Rouges et qui s'appelait à l'époque la Ligue des sociétés de Croix-Rouge, qui est créée en 1919. Et en fait, déjà entre ces deux organisations-là, qui sont les deux organisations
entre guillemets internationale du mouvement de la Croix-Rouge, il y a d'énormes formes de concurrence pour savoir qui doit coordonner les secours qui sont amenés dans des cas de conflit. On a notamment une très forte concurrence au moment de l'indépendance du Congo, justement, de nouveau, en 1960, et où là, les deux organisations vraiment ont des difficultés à collaborer, à travailler ensemble. Une autre forme de concurrence, évidemment, qu'on va avoir, eh bien, ça va être, enfin, c'est pas vraiment de la concurrence, mais en tout cas des tensions qui vont émerger. Ça va être autour de la question du témoignage. Est-ce qu'on doit témoigner? Jusqu'à quel point les organisations humanitaires doivent témoigner? C'est quelque chose dont il a beaucoup été question, où MSF a dit justement qu'ils étaient nés du refus de la Croix-Rouge de témoigner lors de la guerre du Biafra à la fin des années 60. Donc ça, c'est un autre élément, un autre moment de tension. Quand on regarde les choses avec le recul historique, on s'aperçoit que les choses sont en fait beaucoup plus complexes que ça, même si la problématique, en fait, jusqu'à quel point est-ce que les humanitaires doivent parler ou pas, doivent s'engager plus précisément sur des enjeux qui peuvent apparaître plus politiques, alors qui se revendiquent neutres, etc. C'est un sujet qui reste et qui est encore extrêmement sensible à l'heure actuelle. Merci. Avant de gentiment transiter vers les conclusions, redonner la parole à M. Bournier. Ah, voilà, allez-y. Merci. Oui, j'ai plusieurs choses à vous dire. Le CICR est une chose, hein, ça s'occupe principalement des pays en conflit, hein, mais il y a aussi la Fédération des sociétés nationales de la Croix-Rouge et les sociétés. Il y a les trois mouvements dans le mouvement. J'ai fait des années au CICR et je connais bien le domaine. Et le problème pour le CICR en particulier, c'est de s'arrêter à un moment, de ne pas commencer à faire du développement, de s'arrêter dans son mandat. Et là, il y a un flou qui est tout le temps débattu, hein, qui est difficile de passer le relais à d'autres, à dire nous, on se retire. Actuellement, le CICR s'occupe principalement des prisonniers. Donc, moi-même, j'ai participé à la visite des prisons au Burundi et surtout au Rwanda. J'ai visité toutes les prisons. Ma mission, c'était principalement de s'occuper de la prévention des maladies infectieuses dans les prisons. Et au Burundi, ça se passait très bien. Au Rwanda, un peu moins bien, parce qu'on s'occupait des Hutus. Donc on se faisait caillasser par les Tutsis, en disant vous vous occupez d'apporter des choses à ceux qui nous voulaient du mal. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai fait ma formation de médecine tropicale à Paris, et une bonne partie des enseignants que nous avions, c'était des anciens militaires français qui avaient une expérience phénoménale. Ils avaient passé des années dans le Tonkin ou en Afrique, et quand ils parlaient de la pyamidien, ils en avaient soigné des centaines. Donc ils parlaient vraiment de quelque chose, c'était pas livresque, c'était vraiment, et c'était souvent sur la peste. Je me souviens de cours d'un professeur Golvan qui, lui, a été enfermé pendant 6 mois dans un village en Iran parce qu'il y avait la peste. Et il disait, si vous sortez du village, on vous fusille. Donc le côté militaire était aussi très important. Et en Afrique de l'Ouest, mais j'ai travaillé au Cameroun aussi, il y avait un service qui s'appelle les grandes endémies, qui dépendait plus ou moins de l'armée, plus ou moins de la coopération, et qui ont fait un travail formidable. Et vous évoquiez qu'est-ce qu'on apportait, mais aussi qu'est-ce qu'on recevait de toute cette population. Et là, il y avait des scientifiques de premier plan qui ont étudié, bien sûr, la maladie du sommeil, la malaria et toutes les parasitoses possibles, qui ont fait un travail absolument remarquable. Et quand j'étais, il y avait encore quelques éléments de ces grandes endémies. C'était en train de passer le relais aux gouvernements locaux. Une autre chose que je voulais dire, je vous disais que mes grands-parents, quand ils ont ouvert, ils ouvraient des stations missionnaires. Et la station missionnaire avait toujours 3 activités. Bien sûr, construire une église, évangéliser les populations. Deuxièmement, ouvrir un petit dispensaire. Et troisièmement, une école. Donc il y avait aussi cette vision de former des gens à l'avenir. Si vous permettez, j'aimerais encore vous raconter deux petites choses. Allez-y. J'ai ici la photo je les retrouve.
photo de mon grand-père Théophile Burnier, qui a rapporté énormément d'objets. Et grâce à Florian, il y en a pas mal qui sont dans cette collection, notamment des photos. Et il faisait des photos sous verre extrêmement lourds, des photos sous verre, c'était des casiers très lourds. Et ces photos sont maintenant au musée d'ethnographie. Et ce qui est intéressant, c'est que Boris Bastiot, l'ancien président de votre musée, quand je lui ai montré ces photos, il était passionné parce que c'est exactement à la région où il a fait sa thèse de doctorat en ethnographie, dans le Haut-Zambèze. Donc il y avait des choses qui lui parlaient énormément, il m'a appris aussi des choses que je ne savais pas. Ce grand-père, je l'ai très peu connu parce qu'il est décédé quand j'avais 4 ans. Et la seule chose que je me rappelle, c'est qu'il nous prenait, mon frère et moi, sur ses genoux et qu'on se frottait à sa barbe. Et il disait, en Afrique, c'est très utile les barbes pour sécher les allumettes. Mon autre grand-père, j'ai une photo que je vais vous faire circuler, Léon Berthoud, il est ici avec ma grand-mère et dans la petite charrette, il y a 2 enfants, il y a ma mère et mon oncle. Ma mère est née là-bas et je vais vous dire ensuite la suite de ce qui est arrivé à cette famille. À côté, il y a une personne qu'on n'a jamais identifiée. Mais là, c'est une des rares photos que nous avons, enfin c'est une photocopie de la photo de ce grand-père Léon Berthoud. Lorsque la coopération suisse, je travaille aussi pour la coopération suisse, avait organisé un séminaire à Maputo, donc à la capitale du Mozambique, je me suis dit c'est l'occasion de partir 3 jours avant et puis tâcher de retrouver des traces de mon grand-père. Et je suis arrivé là-bas, j'ai loué un taxi, j'étais avec un collègue africain, on a roulé 200 km en direction du nord depuis Maputo, et tout à coup, au bord de la route, un petit écriteau en bois, Chikumban. Et ça, c'était un choc très fort, parce que c'est la mission que mon grand-père avait ouverte. Alors on est monté sur la colline, dans un grand village avec des manguiers, très bel endroit, qui domine la plaine. Et je suis allé dans le petit dispensaire qui était là, et puis j'ai dit à la personne qui m'a reçu, écoutez, je suis le petit-fils du missionnaire qui a ouvert une mission, est-ce que je pourrais voir quelque chose, qu'il reste quelque chose? Et puis elle me dit, mais il y a le vieux pasteur là, va chez lui, il est au bout dans sa maison, il est aveugle, mais il va te parler. Et j'arrive dans une masure vraiment une masure pitoyable, et je vois un grand Mozambicain, très, très costaud, mais quasiment aveugle, qui s'approche, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Il parlait portugais, moi j'arrive à comprendre, je parle espagnol, donc on s'est compris. Puis je lui dis, je suis le petit-fils de Léon Berthoud. Quoi? Je suis le petit-fils de Léon Berthoud. Tout à coup, il me prend dans ses bras, il dit, ton grand-père, je l'ai connu. Je peux vous dire que c'était un sacré choc dans ce coin perdu de l'Afrique, de trouver ce grand homme qui avait, je ne sais pas quel âge, 90 ans probablement, qui avait survécu au Frélimo, à la guerre civile et tout ça, et qui me serrait dans ses bras et qui m'a dit, viens, je vais te montrer où ils étaient. Alors on a fait le tour du village, là. C'est là qu'on enterrait les blancs et c'est les noirs, on les mettait là. Lui, il était là, je me rappelle très bien quand il est mort, maintenant il y avait du manioc. Puis tes grands-parents, ils habitaient dans cette maison. Et puis ces sentiers, c'est là-dessus que ta mère courait quand elle avait 2 ans. Et mon grand-père est tombé malade après 3 ans dans sa mission. Il a eu une longue fièvre. On n'a jamais très bien su ce que c'était, mais d'après ce que j'ai lu dans les lettres, c'est probablement une typhoïde. En tout cas pas la fièvre espagnole, c'était pas non plus une malaria. Il est mort là, et ma grand-mère s'est trouvée veuve avec ma mère qui avait 2 ans, son frère qui en avait 4, et elle était enceinte. Elle est rentrée toute seule avec cette charge de famille pour rentrer en Suisse. Elle a vécu jusqu'à 92 ans. Elle a survécu très très bien. Voilà, donc c'était quelque chose de très émouvant de retrouver cette trace totalement inattendue de quelqu'un qui m'a dit, je me rappelle très bien parce qu'il y avait une inondation dans la plaine du Bilène et on est monté avec ma famille sur la colline et on a vu ton grand-père avec une barbe amarella, une barbe blonde. Voilà, c'était la signature. Ouais, merci beaucoup pour ce partage très touchant, très personnel. Ce qui me permet de revenir avec une toute dernière question, voyant l'heure qui avance, peut-être pour toi, Guillaume, et en reprenant ce genre d'histoire de personnes
et pour élargir un peu le spectre, donc les Suisses, la Suisse, dans quelle mesure elle s'implique dans cette longue histoire qui est, oui, missionnaire, mais aussi médicale, en contexte colonial, ensuite décolonial. Si tu pouvais voilà, revenir sur cet engagement suisse, helvétique, là-dedans. Et peut-être pour conclure, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais ici on est sans ignorer que depuis quelques années, on débat ouvertement sur toute forme de décolonisation. Ça passe par les musées, par les collections, ça passe par les sciences, la géographie, l'histoire de l'art. Voilà, dans quelle mesure la médecine, la science médicale, elle est touchée ou non? Et comment, par cette vague de repensement, qu'est-ce qu'il change? Il y a des changements ou pas? Voilà, ça reste quand même, lorsqu'on parle de décolonisation des sciences, quand même, la médecine, elle est peut-être la principale science de l'humanité pour l'humanité. Voilà. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de synthétiser un peu. Je pense que déjà, pour compléter ce que Marie-Luce a dit avant, du point de vue des missions, si on veut resituer un petit peu l'engagement missionnaire suisse, notamment en Afrique subsaharienne, c'est vraiment quelque chose qui se structure beaucoup à partir des années 1880, 1890. À ce moment-là, on voit apparaître différentes missions quand on voit du personnel en Afrique, notamment médical. Il y a la mission de Bâle, qui est l'une des plus connues. Il y a la mission romande, qui dans ces années-là se structure aussi. Il y en a d'autres qui sont moins connues, notamment la mission fil-africaine, qui était une mission qui intervenait principalement dans les pays lusophones et en Angola. Et il y avait aussi beaucoup de missionnaires suisses qui partaient à travers des missions qui n'étaient pas suisses. Notamment, moi j'ai beaucoup étudié les missionnaires suisses qui sont partis à travers la mission des Sociétés évangéliques de Paris, donc une mission française, et de nombreuses infirmières, de nombreux médecins formés en Suisse romande notamment, se sont rendus sur des terrains coloniaux et ont exercé leur activité à travers d'autres missions. Donc on a un engagement très large en fait du personnel médical suisse dans les colonies. Et je voudrais notamment évoquer le cas d'une personne que j'ai beaucoup étudiée et Floriane Morin aussi, parce qu'on retrouve beaucoup de ces objets ici dans le musée. C'est une doctoresse qui s'appelle Josette de Barge. Josette de Barge, elle a fait ses études de médecine à Genève et à la fin de ses études de médecine, elle a proposé sa candidature à la Société des missions évangéliques de Paris, qui était représentée à Genève par un comité local avec notamment beaucoup de personnalités importantes de la communauté médicale genevoise, des personnalités importantes aussi du monde missionnaire genevois, qu'il a engagé pour financer à travers la Société des missions évangéliques de Paris, durant l'entre-deux-guerres, une mission médicale à Fumban, qui se trouve au nord-ouest du Cameroun. Et c'est intéressant justement de retracer ces parcours parce qu'elle a suivi le parcours classique d'un médecin, c'est-à-dire qu'après sa thèse, avant d'être envoyée sur un terrain colonial, elle a été faire une formation complémentaire à Paris. C'était souvent une nécessité pour pouvoir accéder aux terrains coloniaux, en tant que médecin en particulier, de refaire une formation de médecine coloniale dans un des centres, dans le centre généralement de la colonie dans laquelle on se rendait. Et donc elle a créé un dispensaire à Fumban qui s'est développé avec plusieurs infirmières romandes qui s'y sont ajoutées. Et c'est un parcours un peu singulier parce que là-bas, elle a vraiment voulu développer son activité. Et finalement, Josette de Barge, c'était une femme pour qui l'action médicale passait avant l'action évangélique. Et même à un moment, finalement, elle se retrouve un peu frustrée par les limites de son statut de missionnaire et elle essaye de passer outre sa mission en contactant directement le ministère des colonies français pour pouvoir créer un hôpital qui en fait se détacherait de la mission. Donc on a vraiment ce parcours singulier et cette Josette de Barge, cette personne, elle est vraiment passionnante par son parcours. C'est quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives et qui arrive à avoir une reconnaissance importante et qui va beaucoup diffuser le savoir médical acquis dans les colonies, le savoir médical tropical en Suisse romande. Notamment, elle revient une année, à la fin des années 1920, elle revient une année en Suisse romande. Pendant ce temps-là, elle se fait remplacer par sa sœur qui, elle aussi,
était médecin dans la mission. Et à ce moment-là, en fait, elle va intervenir un petit peu partout en Suisse romande. Par exemple, elle fait une grande conférence au Palais Rumine à Lausanne, qui était patronnée par César Roux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait en fait une sorte de tournée un petit peu de star de la médecine, on pourrait dire, à cette époque, et avec pour objectif notamment de réunir des fonds pour pouvoir développer l'activité médicale sur place. Ensuite, elle repart, elle continue son travail dans cette mission et elle la quitte en 1934-35 parce qu'elle a une aventure avec un autre missionnaire, ce qui ne plaît pas beaucoup à la Société des missions évangéliques de Paris. Et durant toute cette période, et ça c'est le travail de Floriane Morin qui l'a beaucoup mis en avant, elle a envoyé énormément d'œuvres d'art à Genève qui se trouvent aujourd'hui dans le musée. Ça montre un petit peu aussi, là on s'est beaucoup focalisé sur les aspects médicaux notamment, mais qu'un missionnaire ça reste une personne et qui en fait, un missionnaire même s'il est médecin, infirmière de base, a une activité qui va être très large en fait sur le terrain, qui peut avoir un rôle politique, un rôle culturel et un rôle aussi dans toutes les relations de ce qu'on appelle la Suisse coloniale, dans la structuration d'une culture coloniale en Suisse par les allers-retours qui sont effectués. Et un point qui est important un petit peu après cela pour continuer, c'est que on voit, alors ça c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942 ou 1943, va être créé à Bâle le premier institut de médecine tropicale en Suisse. Et ça c'est quand même intéressant parce que la Suisse est un pays sans colonie, mais va créer un institut de médecine tropicale. Et là, ça montre véritablement comment est-ce que la médecine, comment est-ce que la Suisse s'est insérée dans le tissu colonial européen général et comment elle participait pleinement en fait de cette culture coloniale qui s'est structurée en Europe à cette époque. Et pour arriver un petit peu plus donc, vers la fin de la question sur le présent et la question de la décolonisation de la médecine, c'est vrai que c'est intéressant. Alors moi, dans le cadre de mon travail, j'échange beaucoup avec des personnes qui notamment travaillent au HUG, au service des maladies tropicales, au sein de Médecins sans frontières, et en faisant notamment des enseignements où on travaille sur les lieux de la médecine coloniale en Afrique de l'Ouest à l'époque de la colonisation. On se rend compte que les lieux de formation des médecins aujourd'hui en médecine tropicale sont exactement les mêmes que les lieux sur lesquels se pratiquait la médecine coloniale et des lieux sur lesquels étaient envoyés les médecins missionnaires suisses en particulier. Le Cameroun, par exemple, reste l'un des lieux principaux de formation des médecins tropicalistes suisses aujourd'hui. Il y a une véritable continuité qui est importante. Et comment est-ce que, entre guillemets, on peut avoir une approche de décolonisation de cela ? Justement, l'objectif, c'est déjà de faire connaître cette histoire, parce qu'en fait, c'est pas si évident. Là, il y a une continuité certaine entre la période coloniale, les années qui suivent et jusqu'à aujourd'hui, mais qui reste largement impensée. Et c'est vrai que c'est assez important d'échanger avec les médecins, de revenir sur cette histoire dans la longue durée, et pas du tout dans une perspective de culpabilisation ou d'établir des liens directs que les médecins aujourd'hui de MSF seraient les descendants en ligne directe des colonisateurs, mais pour avoir conscience notamment de l'impact que ça a dans le rapport aux soins aujourd'hui sur les terrains coloniaux. On l'a vu ressortir par exemple pendant le Covid, il y a des études historiques qui ont montré que le rapport à la médecine qui était pratiquée notamment en Afrique subsaharienne et le rejet d'une partie de la vaccination ou de d'autres traitements étaient liés en fait aux rapports brutaux qui sont issus de la colonisation. Parce qu'en fait, il y a eu la période coloniale et dans les décennies qui ont suivi la colonisation, notamment quand l'OMS s'est structurée en 1948, donc au moment charnière de la fin de la colonisation et de la décolonisation, l'OMS en fait était largement composée de médecins coloniaux. Et en fait, les méthodes qui ont été appliquées, notamment dans les traitements de masse contre certaines endémies tropicales, comme il y avait notamment la maladie du sommeil, le pian, certaines maladies qui étaient très répandues en Afrique subsaharienne, étaient inspirées de méthodes qui avaient été employées pendant la colonisation. Et du point de vue notamment des populations et du rapport aux populations de soins, il y a une forme de continuité par rapport aux institutions internationales qui s'étaient créées derrière. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, c'est important d'avoir une formation, je pense, des médecins humanitaires aujourd'hui, de cette histoire, des implications qu'elle peut avoir et des rapports qu'il faut avoir dans le soin
dans certains pays où cette histoire reste encore vive, reste encore une plaie ouverte, et où notamment des refus de soins qui sont parfois interprétés de manière, on pourrait dire, encore quasi raciste, ou des résidus de racisme presque par certaines interventions médicales, peuvent être expliqués d'autres manières et par cette histoire coloniale, et méritent que les historiens notamment et que les médecins tiennent compte de cela, tout simplement aussi dans un but d'efficacité, d'améliorer les soins, d'améliorer le rapport aux populations et de le ménager. Et en fait, juste, ce qui est important quand même dedans, c'est de le dire, voilà, encore une fois, ce n'est pas dans une perspective ni de culpabilisation, mais vraiment dans une perspective de construction, d'amélioration en fait, notamment de la qualité du soin, des compétences des médecins de terrain, de connaître les terrains sur lesquels ils interviennent et par la conscience de l'historicité importante de ces terrains-là, savoir mieux intervenir et avoir un rapport plus serein aux populations qui soignent. Merci. Encore juste ajouter deux choses. La première, vous avez parlé de l'Éthiopie, et après la guerre entre l'Abyssinie avec les Italiens, Marcel Junot est allé voir Haïlé Sélassié, et je crois que c'est un chapitre très très émouvant dans les souvenirs de Marcel Junot, donc, qui a joué un très grand rôle dans la CICR, puisqu'il était le premier à arriver sur le site de Hiroshima après la bombe. Et il y a un récit très poignant de la rencontre entre Haïlé Sélassié et lui, c'est un autre récit. Je voulais vous montrer une photo de l'époque, de comment est-ce qu'on voyageait à l'époque. C'était des sacrés longs voyages, où quand on cassait une roue d'un char, eh bien on abattait un arbre pour refaire une roue avec un charpentier. Et, vous imaginez, c'est juste incroyable. Incroyable. Voilà. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est très juste ce que vous avez dit, que la coopération a commencé sur les sites missionnaires. Je prendrai l'exemple de la Tanzanie. L'évêque de Tanzanie, qui était à l'époque, il y a 50 ans, un Tessinois, il a envoyé des missions des frères à travers le pays. Et Rudolf Gaegi de Bâle, quand il a eu l'idée de s'intéresser aux maladies tropicales, il s'intéressait beaucoup aux borrélioses, qui sont des maladies transmissibles tropicales. Il s'est dit, où est-ce que je pourrais aller? Là, il y a une mission catholique où il a été accueilli, il a fait son travail. Et après, il s'est dit, il faut qu'on fonde un institut en Suisse, mais il faut qu'on fonde aussi quelque chose en Tanzanie. Et là, il a eu cette idée de fonder une école de formation des assistants médicaux et un laboratoire de recherche dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler. Et il a fondé l'Institut Tropical, voilà, qui a changé de nom maintenant. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. Je propose qu'on puisse conclure ici et de laisser la parole au public au cas où il y aurait des questions pour l'un ou l'autre de nos intervenants. Juste rebondir sur ce que vous avez dit à la fin concernant la position de la Suisse. J'étais président entre autres de l'Alliance franco-africaine pour les maladies hémorragiques, et je suis encore. Et ce qui me frappe, c'est que le côté français n'est plus perçu et il y a un rejet véritablement, et c'est ce que vous disiez, le ressentiment il est là, il est très très fort maintenant avec tout ce qui se passe. Et cette coupure qu'il y a, en tant que Suisse, on est accepté encore beaucoup plus facilement. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez en conclusion. Oui, je pense qu'il y a quand même une facilité, une identification, une exacerbation beaucoup plus forte des rancœurs vis-à-vis des anciens colonisateurs identifiés dans chaque région, où là, la Suisse est aussi parce que est moins perçue comme ayant été un colonisateur actif, ce qui est aussi une réalité, même si les études récentes montrent qu'en ayant été beaucoup moins active que les autres, elle n'était pas pour autant totalement à la marge. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a cette distinction qui est forte, où il y a un moindre rejet, parce qu'en fait, là on a parlé de la dimension médicale, mais c'est vrai que tout ça s'insère aussi dans un rejet qui va bien au-delà, un rejet politique, où finalement on va rejeter des institutions, on va rejeter des organismes qui sont estampillés français, par exemple, plus facilement que des organismes de d'autres nationalités dans d'anciens territoires coloniaux européens, parce que
il y a des enjeux aussi politiques très forts et qui s'exacerbent aujourd'hui, qui sont encore extrêmement vifs. Donc ouais, tout à fait, c'est vrai que c'est un point important à souligner. Et je pense que les Suisses sont moins identifiés comme cela. Et en ce sens aussi, je pense que c'est là où ça rend encore plus utile la formation des jeunes médecins par rapport à ça, d'avoir conscience de cette histoire-là et conscience de tous les enjeux qui les entourent pour pouvoir efficacement intervenir sur le terrain et avoir… en fait, je pense qu'on est toujours quand même dans une phase à la fois de déconstruction et de reconstruction des rapports avec les anciens États coloniaux et puis leur population, leurs professionnels de santé. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure à MSF des changements de doctrine aussi, notamment le rapport aux populations, ce que je crois MSF a appelé l'empowerment dans ses doctrines, de savoir comment est-ce qu'on collabore et on donne plus de place aux soignants formés localement, plutôt qu'à des interventions qui viennent de l'extérieur et qui vont avoir un côté un petit peu patriarcal issu de ce rapport ancien. Et ça, voilà, je pense que c'est des dimensions qui sont essentielles. Il y avait une autre question? En fait, je m'excuse pour les Français parce que c'est pas une langue, mais voilà. Je crois que tu as déjà touché sur quelques points, mais ma question était exactement dans le sens de qu'est-ce qu'il reste encore de cette dynamique coloniale. Parce que si on ne clarifie pas, donc on ne peut pas vraiment adresser ces points. Donc il y a l'histoire, comme tu as bien dit, il faut le connaître, il faut débattre, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Moi je pense toujours aux différences des salaires, parfois ces centres de collaboration entre un centre européen et un centre africain ou de l'Amérique latine. La différence des salaires, des grades salariales est tellement importante qu'on se dit, mais bon, où est-ce que l'argent est vraiment investi? Parfois, il y a aussi la différence de hiérarchie, donc qui sont les directeurs de ces centres et qui prend les décisions. Et parfois, c'est aussi la façon d'approcher, d'adresser les problèmes. Donc, c'est plutôt dans une logique qui vient d'un centre, d'un hôpital, un centre de santé européen et pas un centre de santé local. Et aussi les mots, parce que parfois, c'est juste l'idée de dire ah, mais c'est au terrain et c'est au… Bon, mais qu'est-ce qu'il y a si c'est pas là? Donc, c'est quoi ces terrains qu'on dit toujours, qu'on parle beaucoup en français spécifiquement, ce mot est très très lourd. On dit mais moi je fais les médecines au terrain, moi je suis déployée au terrain, mais c'est quoi le terrain? Le terrain, c'est le pays de quelqu'un d'autre, donc c'est pas le jardin du voisin, non? C'est un peu bizarre, mais en français ça semble très important. Mais je voudrais écouter de vous qui avez un peu plus recherché, qu'est-ce qu'il faut adresser, quels sont les pain points, les choses qu'il faut encore toucher et vraiment changer. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer totalement? Ça, moi, je serais très humble sur ce que je peux dire dessus, parce que je ne suis pas moi-même professionnel de santé, je ne suis pas engagé sur cela, mais de ce que je vois et de ce que j'ai eu avec mes échanges, il y a quand même plusieurs points. Alors déjà, comme vous le soulignez, cette question du rapport Nord-Sud, qui est une des problématiques, en fait, où dans des questions qui vont toucher à ce qu'on pourrait encore appeler aujourd'hui des pathologies tropicales, on va avoir une surreprésentation de personnalités issues d'Europe de l'Ouest et des États-Unis en particulier, qui vont aussi être ceux qui finalement vont développer les projets, vont avoir l'argent, parce qu'il y a une énorme différence de moyens financiers entre des équipes françaises, britanniques, américaines, et puis des équipes d'Afrique subsaharienne par exemple, ce qui fait que des fois en fait, et en Suisse c'est le cas aussi, des fois finalement on va monter une collaboration, obtenir de l'argent, par exemple du Fonds national suisse de la recherche, mais en fait l'argent et on va dire le pouvoir un petit peu plus décisionnaire va rester centralisé un petit peu en Europe, donc ça c'est une des problématiques. Une autre problématique c'est aussi que même si bien sûr il y a beaucoup plus de régulation qu'avant, les pays du Sud et certains espaces post-coloniaux restent encore un peu des espaces de permissivité, notamment pour certains essais cliniques. Là, je pense qu'on a encore une vraie continuité par rapport à ça. Il y a encore souvent révélé des essais cliniques qui posent problème
dans leur légalité même, ou dans les choses qui sont mises en place, le rapport aux populations. Je pense qu'après, ce qui reste aussi de ça, et là ça recoupe avec l'histoire des missions, c'est qu'il y a encore des espaces ou des pays qui, dans les périodes postcoloniales, ont connu des guerres civiles, sont en grande difficulté sociale, économique, qui laissent encore des espaces très libres pour que des agents extérieurs puissent prendre une part importante de la santé publique. Moi, par exemple, j'ai un petit peu échangé très récemment, j'ai vu que, alors je crois que c'est au Congo notamment, en Centrafrique, des missionnaires, des missions américaines s'implantent énormément pour le traitement de la lèpre en particulier. Et alors en s'appuyant aussi, ils ont recouvert aussi des stratégies qui se rapprochent de celles des institutions humanitaires, c'est-à-dire qu'ils s'appuient beaucoup plus sur un personnel local. Mais je trouve que ça fait perdurer des pratiques qui sont choquantes. Par exemple, une fois à l'OMS, une personne comme ça qui croit sans doute faire ça à raison et qui est dans son rôle, mais qui est subventionné par une église américaine, fait des missions contre la lèpre en Centrafrique. Et dans les résultats qu'ils ont présentés à l'OMS, il y avait le nombre de lépreux soignés et le nombre de personnes converties. Donc et voilà, et ça c'est aujourd'hui en ce moment, quoi. Donc c'est quand même des choses qui perdurent, qui existent. Il y a des espaces d'intervention qui sont encore forts. Et voilà, je pense que dans cette perspective de ce qu'il y a à faire, je pense qu'il y a beaucoup, mais il faut le faire voilà, dans une perspective de prise en compte véritablement de collaboration totale et d'égal à égal avec les professionnels de santé sur place. Et je pense que notamment, il y a des gros efforts à faire en termes de travail sur les fonds. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai déjà essayé de mener des travaux en collaboration avec des partenaires dans les pays du Sud. Il y a toujours cette question, au final on n'est jamais d'égal à égal parce que c'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui sommes décisionnaires et c'est nous qui sommes l'interlocuteur du FNS, du Suisse, de l'Institut de médecine de santé tropicale actuel. Et ça pose des problématiques aussi. Il y a sans doute des choses à revoir pour plus d'égalité, qui est sans doute le chemin, et puis vraiment écouter les partenaires sur place, ce qu'ils disent, et pas imposer des visions occidentales des choses. Je peux juste rajouter. Ouais. Je veux juste rajouter un tout petit point, c'est qu'en fait, on a l'impression, c'est une vieille question en fait, cette question-là du rapport de force, du paternalisme, alors bon, toi tu parles plus des questions de santé, mais enfin en tout cas quand on regarde le système humanitaire, déjà dans les années 60, 70, il y a pas mal d'organisations qui se posent la question de comment est-ce que on peut changer un peu les rapports de force, etc. Mais voilà, et je pense que ce que tu viens de souligner est très juste sur la question des fonds, c'est qu'en fait, à un moment donné, les fonds, là d'où proviennent les fonds, font que finalement, on a beaucoup de mal à changer ce rapport de force, quoi. Bon, tout d'abord, j'aimerais vous remercier, parce que c'est vraiment absolument passionnant. Moi, je suis médecin et je suis un peu dans le sillon de tout ce qui a été discuté. J'ai hérité de ça et de pouvoir écouter comme ça m'aide beaucoup à repenser. Je pense que j'ai beaucoup travaillé avec Médecins du Monde, avec l'OMS, avec aussi Médecins sans frontières. Mais j'aimerais partager une expérience que j'ai eue qui m'a vraiment fait prendre conscience. Parce que moi, je suis rentrée là-dedans assez naïvement pour faire le bien. Je pense qu'on rentre en médecine là-dedans aussi comme ça. Mais, et j'ai vraiment compris que en fait, j'ai plus appris que peut-être transmis. Mais j'ai cette expérience d'Afrique de l'Ouest, quand il y a eu l'épidémie Ebola. J'ai été plus d'une dizaine de fois sur le terrain et en fait, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est que peut-être qu'il y a une déconstruction au niveau politique, économique, mais c'est vraiment toujours là dans l'ombre parce que tout d'un coup, ils se sont repartagés. Le Libéria, c'était les Américains, la Sierra Leone, c'était UK, et puis en fait, la Guinée, c'était les Français. Donc tout d'un coup, ils se sont remis au devant de la scène au niveau politique, au niveau économique. Et je pense qu'au niveau médical, on est pris en fait dans ces structures-là en fait qui souvent nous échappent. Et puis j'aurais bien voulu avoir votre retour là-dessus. Merci.
Ouais. Tu veux commencer? Oui, bah, c'est... Oui, c'est bon. Oui, bah, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a... Mais je pense que d'ailleurs, même déjà d'un point de vue historique, parce que bah, c'est vrai que voilà, nous, notre rôle d'historien, c'est de porter un regard analytique sur les choses et tout, et on va dire les termes, l'analyse est dure de toute façon parce qu'on est dans un contexte. Après, il ne faut jamais perdre de vue la notion des trajectoires individuelles des personnes qui, à toute époque et dans différents contextes avec différents enjeux, bah, sont pris en fait dans une culture, dans des structures et s'intègrent dedans par rapport à leur trajectoire professionnelle notamment. Et oui, c'est vrai que c'est difficile en fait pour les médecins de s'échapper de cela, parce qu'en fait, c'est vrai que par exemple, récemment, j'ai parlé avec des internes, des HUG, et puis qui ont fait un stage à un lieu qui est très fréquenté aussi par les Suisses, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, qui finalement y allaient sans, alors parce qu'ils avaient une envie, c'était un petit peu, il y avait aussi une forme d'exotisme, on ne va pas se le cacher dans cela. J'ai même eu un petit peu un débat avec une personne qui avait un regard un peu patriarcal en tant qu'interne, ce qui pose encore des questions. Les structures sont en place, mais certains discours, certaines pratiques sont encore en place. Donc je dirais comment est-ce qu'on peut y échapper? C'est compliqué, je pense que à la fois ça part de la base, des personnes comme vous qui avez la conscience des choses, qui êtes capable de les exprimer au sein d'équipes, de soignants, d'avoir une conscience collective de plus en plus accrue de cela. Et après, ça nécessite qu'au stade un petit peu plus décisionnaire, plus structurant, les personnes qui managent un peu ces questions de santé, de rapport avec les autres pays, de formation, prennent pleinement conscience de ça et puissent aménager les choses. C'est vrai que un point qui reste un peu, et alors ça c'est depuis même, on peut remonter au XVIe siècle sur cela, c'est que le passage par des pays extra-européens, tropicaux en particulier, et alors je ne veux pas le réduire qu'à cela parce que bien sûr c'est pas que ça, mais a fait partie d'un plan de carrière pour beaucoup de personnes en fait, c'est-à-dire qu'on part dans un autre pays pour acquérir une expérience particulière qui va nous permettre de nous valoriser professionnellement en rentrant. Et ça reste aussi un des points problématiques par rapport à ces rapports Nord-Sud, c'est qu'il y a une forme d'utilitarisme en fait à ces travaux. Et je pense que dans la manière dont on pense les structures, par exemple, c'est peut-être quelque chose qui devrait être revu. Je pense qu'il y a encore une nécessité de repenser pourquoi, par exemple, ces stages d'interne, quelles sont les nécessités, quel est le rôle de cela, comment est-ce qu'on le pense, et je pense qu'il y a vraiment un besoin de repenser, de réfléchir à l'utilité de tout ça. Je ne sais pas si ça répond. Non, mais je voulais juste peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est des dynamiques qu'on voit aussi beaucoup dans l'humanitaire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait suffisamment de terrain, et je reprends le terme que vous pointiez tout à l'heure et qui est parfaitement problématique, je suis entièrement d'accord avec vous, tant qu'on n'a pas fait assez de terrain, on ne peut pas avoir des postes supérieurs au sein de la hiérarchie d'une organisation qui, elle, est basée la plupart du temps en Europe ou aux États-Unis. Donc effectivement, le côté utilitariste, en tout cas au sein des structures humanitaires, on le retrouve beaucoup. Et puis après, sur la permanence d'un certain nombre de rapports de pouvoir quasi coloniaux, comme vous l'avez mentionné. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut pas non plus, faut bien voir qu'il y a eu quand même beaucoup si on revient justement, si on regarde ce qui se passe depuis la décolonisation, les années 60, etc., il y a quand même pas mal de tentatives, du moins au niveau du système humanitaire, d'investir d'autres lieux qui ne sont pas, on n'a pas que des organisations françaises qui vont dans les anciens territoires français, pas que des organisations britanniques dans les anciens territoires britanniques, etc. On voit très bien d'ailleurs que les choses se mélangent, s'entrecroisent, etc. Dès les années 60, puisqu'en fait c'est aussi des opportunités finalement d'aller diffuser une autre culture, d'avoir de l'influence. C'est une forme de soft power comme une autre, quoi. Donc il y a aussi tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte, quoi. Juste dire encore. Moi, il me semble, selon mon expérience, que ce qui est très important, si on travaille comme médecin, mais aussi probablement comme architecte ou comme vétérinaire, c'est de transmettre les connaissances.
On a eu la chance ici d'avoir d'excellentes écoles de formation. On arrive dans des pays où ils sont beaucoup moins favorisés. Et j'ai toujours pensé tâcher de travailler autant que possible à former des collègues, des jeunes infirmiers, des médecins, des medical assistants, leur transmettre tout ce que je pouvais, tout ce que l'on pouvait, en organisant des cours, des séminaires, etc. Et même quelquefois en leur faisant venir pour des stages en Suisse. Et je pense que ce rôle, ça, c'est la charnière, la charnière entre ce que vous dites. Allez-y, madame. D'abord, merci pour ce débat qui est extrêmement intéressant. Personnellement, je suis géographe et je travaille avec les peuples autochtones au niveau des droits de l'homme. C'est un peu différent de l'humanitaire, mais on a aussi bien des points communs. Et voilà, j'aimerais donner quelques points un peu épars comme ça. Le premier, c'est oui, on est dans les rapports Nord-Sud, je crois qu'on n'en échappe pas. On n'en échappe pas, mais peut-être ce qu'on peut faire quand même, c'est déjà de se poser la question, mais pourquoi on travaille avec ces populations? Qu'est-ce qui nous motive? On doit être très très clair, à mon avis, sur nos motivations. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se sacrifier ou pas se sacrifier. Bien entendu, il faut qu'on y prenne du plaisir, on doit aimer son travail. Mais en même temps, on doit se questionner pourquoi je suis là. Et je pense que déjà, ça nous permet d'un petit peu mieux nous situer par rapport à cette problématique nord-sud dont je rappelle, on n'y échappe pas. Un autre point, je me dis que les réflexions qui ont été faites se rapportent surtout à l'Afrique. Mais je pense que dans d'autres continents, il y a déjà d'autres manières de penser. Bon, déjà, les peuples autochtones sont très souvent très critiques par rapport à nous toutes et tous dans les droits humains, dans le développement, dans l'environnement, dans la protection de l'environnement et dans l'humanitaire. Et puis, il y a ceux qui ont appris à nous utiliser. Alors, il y a ceux qui se laissent utiliser volontairement et d'autres pas. Mais en Afrique, en Asie, par exemple, j'ai une amie qui travaille beaucoup là-bas pour les droits humains. Elle me dit que de plus en plus, ce sont les Asiatiques qui ont les ONG, qui décident dans les ONG. Et de plus en plus, on a des stagiaires européens, américains ou australiens qui deviennent presque, excusez-moi l'expression, les larmes de ces directions d'ONG asiatiques qui sont très souvent quand même formées par, pas forcément des gens de terrain, mais plutôt des citadins de classe relativement aisée asiatique. Ce n'est pas toujours le cas, je ne veux pas du tout généraliser, mais je voulais dire que ce n'est pas si facile de s'extirper et d'essayer de dire il faut passer les choses aux gens des autres continents, parce qu'il faut là de nouveau connaître le pays, connaître les hiérarchies, les structures hiérarchiques, les classes sociales, les castes, comme en Inde, etc. Voilà. Je voulais un petit peu décaler peut-être parfois le regard avec d'autres expériences. Concernant la concurrence entre les ONG, oui, c'est une réalité. D'abord, il y a une question d'argent, évidemment. Mais j'aimerais aussi décaler un peu le truc en disant, mais pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à se considérer comme complémentaires? Il y a celles qui dénoncent, et c'est bien. Et puis il y a celles peut-être qui ne dénoncent pas, et c'est peut-être tout aussi bien. Ça peut être complémentaire. La seule question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est quel est l'impact sur les populations concernées. Mais à mon avis, on peut très bien d'un côté alerter l'opinion publique, et de l'autre, faire du travail plus en sous-main. Personnellement, je ne vois pas pourquoi il faut toujours qu'on mette les choses dans le terme de la concurrence, et j'aimerais bien qu'on apprenne un petit peu à mettre les choses à côté les unes des autres en complémentarité. Et puis pour terminer, c'est la géographe là, il y a quand même un lien entre lieu et mémoire, espace et mémoire. Et effectivement, mettre des postes de santé actuellement sur des lieux de mission, ça doit être très 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 chargé en termes de mémoire. Voilà. Merci. Oui. Ok. Alors, on va prendre une dernière question ou commentaire, voilà, et après je propose on va voir si c'est une question ou commentaire, mais on va bientôt conclure parce qu'on arrive presque, c'est déjà presque 2h de l'après-midi. Non, mais allez-y, prenez votre temps. Hein. Je n'avais pas particulièrement l'intention d'intervenir, mais mon ami qui est parti plus tôt m'a demandé de poser une question à monsieur.
qui nous a parlé nous a fait circuler des photos pour de sa famille avec beaucoup de souvenirs. J'ai trouvé, mais je vais quand même donner ma petite intervention mais rapide. J'ai trouvé très intéressant d'avoir les différences de génération et de voir un petit peu le regard que chacun peut porter sur l'histoire. La question de mon ami, c'était votre famille, à quelle période exactement, quelle date ils sont intervenus? Les grands-parents? Oui. Celui qui travaillait au Mozambique, il est décédé en 1919, à 31 ans. Et mon grand-père Burnier, Théophile Burnier, qui lui était dans le Zambèze, il est décédé en 1948. Mais il a passé les 12 dernières années à Genève et il faisait des conférences sur la mission, sur l'Afrique, et il s'était beaucoup intéressé à ce qui est devenu l'ethnographie. À l'époque, le terme n'existait peut-être pas encore, et il était un grand ami d'Eugène Pitard, l'ancien directeur du musée d'ethnographie, qui le respectait beaucoup. Il a apporté beaucoup d'objets, dont certains sont ici, et il a aussi écrit beaucoup de textes. Donc il avait une espèce d'ouverture qui allait bien au-delà du message religieux. Et il s'intéressait avec beaucoup de respect sur les cultures. Il disait, mon message, par exemple, c'est de dire, voilà, il y a des serpents dans ce marais, et les gens n'osent plus y aller parce qu'il y a un esprit qui va les mordre. Mais ce n'est pas un esprit, c'est un animal. Hein? Mais en fait, moi on m'a dit qu'il ne faut pas faire trop long, mais moi ce que j'aimerais c'est les dates en fait. Je vous ai dit, après juste quand il est arrivé, parce qu'on m'a dit quand il est mort et puis la période qu'il a fait en Suisse, etc. Mais moi j'aimerais savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés. Et puis, quand est-ce qu'ils sont repartis et revenus en Suisse? Alors, j'ai la mort, donc j'ai la fin, mais j'aimerais bien le début aussi. Celui qui était au Mozambique, il est arrivé là-bas en 1915. Je pense, je vous le dis, je ne suis pas sûr, mais à peu près. Et puis mon autre grand-père, je ne pourrais pas vous le dire exactement, c'est vrai, je n'ai pas la date, mais il a passé, ça devait être autour de 1915 aussi qu'il est parti. Oui. Voilà. Approximativement. Hein, mais... D'accord, merci beaucoup. Je ne veux pas faire trop long, mais c'était juste ça. Merci. Merci. Merci à vous tous. Au tout début, vous pouvez alors redire deux mots sur cet objet en tant que tel. Ah oui, ok. Qui est en très bon état, comme vous le voyez, parce qu'il n'a pas été utilisé beaucoup. Il était au Mozambique avec mon grand-père. C'était les médicaments qu'ils avaient, donc une trousse qui était équipée des médicaments de l'époque, qui évidemment, il n'y en a plus beaucoup qu'on utiliserait maintenant. Je sais que mon grand-père se faisait soigner par des piqûres de camphre. Pas très bien ce que ça pouvait avoir comme effet, sinon que ça devait être très douloureux. Mais voilà, alors, cette trousse est revenue ici en très bon état parce qu'elle n'a pas été beaucoup utilisée. Et je pense que ça pourrait intéresser un pharmacologue ou un chimiste de regarder exactement ce que c'est, ce que l'on peut faire. Vas-y. Moi, ce que je peux dire un petit peu sur la pharmacopée coloniale, on va dire, notamment dans ces années-là, c'est qu'on a beaucoup d'arsenico parmi les différentes choses. Il y a du bismuth, par exemple. C'est beaucoup de dérivés de l'arsenic qui étaient utilisés pour énormément de maladies, notamment contre la maladie du sommeil, contre la syphilis. Et c'était vraiment beaucoup de dérivés qui étaient employés à ce moment-là. Il y a bien sûr la quinine, pour le paludisme, qui était extrêmement utilisé. Et ce qui est intéressant, en fait, juste avec cet objet quand même, c'est qu'on est sur quelque chose, vous voyez, c'est petit, c'est portatif, c'est fait, c'est un peu l'ancêtre c'est fait pour aller en brousse. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intervention de brousse. C'est vraiment à partir
une méthodologie voilà, portative qui a été créée avec ces mallettes-là. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que et on parlait du progrès médical un peu plus tôt, c'est vrai que c'est notamment dans le cadre de ces mallettes et de la médecine coloniale qu'on a pensé de plus en plus à des modes de transport et à des modes d'administration de médicaments les plus simples et rapides possibles. Et notamment, on faisait beaucoup d'injections de produits arsenicaux pour le traitement en Europe. Et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour en faire plutôt des pastilles à avaler, par exemple. Voilà. Merci à tous. On va vraiment finir la séance, mais nos invités restent ici encore quelques minutes si vous avez des questions plus individuelles, personnelles. Merci.